Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au webinaire de l'idée au marché, le CRIC, une clé de l'innovation au Québec. Je suis Mathieu-Étienne Gagnon, directeur des communications au Conseil de l'innovation. Donc, un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Avant de débuter le webinaire qui est organisé en collaboration par le Conseil de l'innovation du Québec et le ministère des Finances du Québec, je voudrais vous donner quelques indications sur le déroulement du webinaire. Tout d'abord, tout au long du webinaire, il va y avoir 2 personnes du ministère des Finances, un économiste et un fiscaliste qui vont pouvoir répondre à vos questions. Si vous avez des questions spécifiques sur le CRIC, je vous invite à les poser dans la section Q&A, donc Q&A, qui figure à la droite de votre écran. Les questions qui vont être répondues vont apparaître dans la section questions répondues. Puis, certaines questions vont être posées aussi à nos intervenants durant la présentation, durant le webinaire. Vous êtes plusieurs centaines de personnes, il y a seulement 2 personnes qui sont disponibles, donc évidemment, toutes les questions ne pourront pas être répondues durant le webinaire. Il va y avoir un suivi qui va être fait après le webinaire où on pourra répondre, où le ministère des Finances pourra répondre à toutes aux questions qui n'auront pas été répondues aujourd'hui. Aussi, vous avez la possibilité dans le chat de poser des questions relatives au déroulement ou si vous avez des problèmes techniques, donc utilisez la fonctionnalité du chat pour ce faire. Le webinaire va être enregistré et disponible en rediffusion pour tous les participants et les personnes qui n'ont pas pu participer aujourd'hui. Nous allons vous faire parvenir le lien pour écouter le webinaire en rediffusion dans les prochains jours, probablement d'ici la journée de demain. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je cède la parole à Mme Sophie Damour, qui est la rectrice de l'Université Laval, puis qui est aussi la présidente du conseil d'administration du Conseil de l'innovation du Québec. Donc, Mme Damour, je vous cède la parole. Merci. Bonjour et bienvenue à tous. Quel plaisir d'être ici avec vous ce matin. Je vais avoir le plaisir de diriger cet événement aujourd'hui. En mars de cette année, le gouvernement du Québec annonçait une nouvelle approche fiscale pour mieux soutenir la R&D des entreprises et stimuler la commercialisation d'innovation. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui M. Girard, ministre des Finances du Québec, et des représentants de son ministère, ainsi que notre innovateur en chef pour nous en parler aujourd'hui. Je vous apprends rien en vous disant que le Québec est aux prises avec des enjeux de productivité et connaît un ralentissement des investissements en R&D au sein des entreprises. Cette situation est inquiétante et prend d'autant plus d'importance dans le contexte géopolitique actuel. Elle met au défi la résilience économique du Québec et sa capacité de soutenir le développement de ses priorités sociales, notamment en santé et en éducation. Aussi, en 2023, au sein de la stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation, qu'on connaît sous l'acronyme la SQRI2, le gouvernement du Québec a confié au Conseil de l'innovation le mandat de développer des recommandations pour optimiser le modèle de soutien et les incitatifs financiers à la R&D des entreprises. Avec la collaboration du MEIE et du ministère des Finances du Québec, les travaux du Conseil se sont basés sur une vaste revue des expertises et des pratiques tant à l'international qu'au Québec. J'en profite aujourd'hui pour saluer tous les participants et les personnes qui ont contribué à cette étude. Ces travaux ont mené au rapport vers un Québec innovant, proposant 13 recommandations concrètes pour d'abord inciter à investir davantage en R&D, mais aussi pour accélérer la mise en marché d'innovation et protéger les investissements réalisés par l'État et les entreprises d'ici. Nous avons pris soin aussi d'identifier des conditions de succès préalables, soit simplifier les processus administratifs, des programmes et des traitements de demande, et aussi mesurer la performance pour optimiser l'atteinte des objectifs. Si ce rapport vous intéresse, il est en ligne. Notre contexte est celui d'une économie principalement composée de PME et où la recherche académique et publique est de très grande qualité. Les entreprises d'ici créent de la richesse en appliquant la science, en optimisant leurs processus, en créant des produits et en les commercialisant avec force. Pour refléter cette réalité, le Conseil avait entre autres recommandé de valoriser
pour les entreprises, des incitatifs financiers pour les activités de recherche appliquée, le développement expérimental et la commercialisation des innovations. Dans ce contexte, le ministère des Finances du Québec et le ministre Girard sont sortis des sentiers battus en proposant une nouvelle approche audacieuse pour soutenir les entreprises au-delà de la recherche fondamentale, pour encourager les investissements et la collaboration avec les universités, l'enseignement supérieur et les différents acteurs de l'écosystème d'appui à la recherche. Écoutons d'abord, maintenant, M. Nicolas Tremblay, sous-ministre adjoint au ministère des Finances. Il nous présentera cette nouvelle approche. Il s'entretiendra ensuite avec notre innovateur en chef, Luc Sirois. Nous allons découvrir en quoi cette approche consiste et comment le nouveau crédit sera implanté. C'est à la fin de cet échange que vous pourrez poser vos questions. Nous enchaînerons ensuite avec M. Girard, avec qui je vais m'entretenir pour comprendre sa vision et comment cette approche va contribuer à amener encore davantage la science en société et au marché. Sur ce, je vous dis bonne écoute et j'invite maintenant M. Nicolas Tremblay. Bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être présent aujourd'hui pour vous présenter le fruit d'un travail de collaboration qui a été fait entre le ministère, le Conseil de l'innovation, les divers organismes qui œuvrent à l'innovation, à la recherche et au développement économique du Québec, qui ont mené à l'annonce et à la mise en place là, du nouveau crédit d'impôt pour la recherche, l'innovation et la commercialisation. Comme Mme Damour le spécifiait précédemment, on a des experts qui sont actuellement présents pour répondre à vos questions. Donc, je vous encourage à les solliciter dans le cadre du chat du webinaire. Ces deux experts ont eu un rôle prépondérant dans la mise en place du nouveau crédit d'impôt. Je vais prendre le temps pour les souligner leur rapport. Là. Nicolas Roy et Pierre-Olivier Paquette ont été d'une grande aide au ministère, au ministre, puis ont été accompagnés aussi de Michel Falardeau, là, qui est membre de leur équipe. Là. Donc, c'est grâce à ces travaux et puis à la collaboration de l'écosystème de l'innovation qu'on est en mesure d'innover à notre sens avec un crédit d'impôt qui, à notre sens, là, permettra au Québec de se démarquer au cours des prochaines années puis de réverser une tendance qu'on considère comme importante à renverser au cours des prochaines années. De manière générale, le contexte dans lequel on a fait les travaux, historiquement, au Québec, on était compétitif en matière d'innovation. On était les champions au Canada. Depuis les 10 dernières années, on a vu un certain déclin de l'investissement en entreprise, en innovation au Québec. Par exemple, en 2022, les dépenses d'investissement en R&D chez les entreprises, donc en entreprise, en pourcentage du PIB, étaient plus basses au Québec que chez nos principaux partenaires commerciaux, dont l'Ontario. Puis pour nous, cette situation-là, en 2022, c'est une première là, depuis 1998. Puis on a réellement l'objectif de renverser la tendance puis de redevenir la juridiction où les entreprises sont les plus innovantes au Canada. Pour ce faire, on a mis en place le crédit d'impôt pour la recherche, l'innovation et la commercialisation, le CRIC. Je vais vous présenter aujourd'hui les différents paramètres de ce crédit d'impôt-là, puis vous expliquer brièvement son fonctionnement là, avant d'avoir un échange plus détaillé avec M. Sirois.
Dans un premier temps, les sociétés admissibles au crédit d'impôt là, sont celles qui exploitent une entreprise au Québec ou qui effectuent des activités admissibles au Québec. Puis l'objectif de recentrer le crédit d'impôt sur des activités qui sont réellement effectuées au Québec, c'est pour maximiser les retombées. Auparavant, seules les dépenses de R&D qui étaient réalisées au Québec là, plutôt seules les dépenses de R&D devaient être réalisées au Québec, là, puis les entreprises pouvaient par ailleurs être dans d'autres provinces canadiennes, là. Donc, l'aide est vraiment recentrée sur les entreprises québécoises et du Québec. Pour soutenir l'innovation, on a aussi réfléchi à avancer dans le continuum d'innovation, notre aide. Dans le sens que les entreprises connaissent des risques importants technologiques dans la phase de R&D, là, dans le sens que, il y a beaucoup d'incertitudes à savoir est-ce que l'innovation que je développe est réellement une innovation qui va avoir un potentiel, fonctionnel. Une fois qu'on a découvert qu'on a fait une découverte ou qu'on a résolu une certaine incertitude scientifique, pour les entreprises, il leur reste quand même une incertitude qui est très importante, puis qui est une incertitude de production ou de mise en marché. Donc, est-ce que nous allons avoir un produit qui est commercialisable? Puis pour être en mesure de déterminer cette situation, ça prend des travaux de pré-commercialisation. Puis c'est pour ça que maintenant, la nouvelle aide fiscale à l'innovation va couvrir aussi les dépenses de pré-commercialisation, là, ce qui était une demande de longue date là, de la part des divers organismes là, et entreprises impliquées dans l'écosystème de l'innovation. On voit que de manière générale, puis ça c'est tiré d'une étude que le Conseil de l'innovation avait fait il y a un certain temps, les entreprises québécoises y investissent moins que leurs concurrents canadiens en matière de R&D. Puis cette situation-là est aussi vraie au niveau de la pré-commercialisation puis de la commercialisation. Puis c'est un des constats forts qui nous ont amenés à faire ces modifications-là pour rehausser le niveau d'investissement sur l'ensemble de la chaîne de l'innovation au Québec. De manière assez synthétique, une dépense de R&D au Québec, c'est une dépense qui vise à investiguer de recherche de manière scientifique ou par voie d'expérimentation des problématiques. Et ça inclut la recherche pure, où on a des travaux qui sont souvent faits dans des universités ou dans des entreprises là, qui n'ont pas vraiment d'application à court terme pratique, mais qui permettent de faire avancer les connaissances. Il y a la recherche appliquée que les entreprises entreprennent dans le but de faire avancer la science avec une application pratique. Puis il y a le développement expérimental qui est la portion où l'entreprise a créé des nouveaux matériaux ou des nouveaux produits ou améliore les produits existants. Donc, ces dépenses-là étaient déjà couvertes là, dans l'ancien régime d'aide à l'innovation. Maintenant, pour les dépenses de pré-commercialisation. Ces dépenses-là, c'est des travaux qui se déroulent après la résolution de l'incertitude scientifique ou technologique, mais avant la mise en marché d'un produit ou d'un procédé. Puis un exemple, certains auront peut-être des questions à cet effet-là, étant donné que c'est nouveau. C'est par exemple des dépenses liées aux essais, aux validations, aux études qui sont faites pour obtenir une certification ou une homologation. Aussi, ça représente le design des produits qui peuvent permettre de déterminer c'est quoi la forme qui serait la forme optimale pour leur mise en marché ou leur esthétisme, ou encore améliorer leur fonctionnalité ou choisir des matériaux qui répondent aux besoins des clients. Ces activités de R&D-là, par exemple, doivent être en continuité avec ces activités de pré-commercialisation doivent être en continuité avec les travaux de R&D dans l'objectif que le Québec bénéficie de son investissement initial en recherche, puis que les entreprises là, puissent contribuer à l'accroissement de la richesse québécoise. Pour ce qui est des dépenses admissibles, au-delà des dépenses de pré-commercialisation, il y a aussi un nouveau type de dépenses qui sera admissible au CRIC, qui est les dépenses d'équipement. Actuellement, seuls les salaires et les contrats étaient admissibles au crédit d'impôt à la R&D.
avec l'ajout de l'équipement, ça va nous permettre de soutenir les secteurs de pointe en innovation au Québec là, qui ont des besoins importants en termes d'équipement. Qu'on pense, par exemple, aux supercalculateurs dans le secteur de l'intelligence artificielle, des équipements de pointe en sciences de la vie, des laboratoires pour les matériaux avancés ou encore les équipements nécessaires à l'élaboration d'aéronefs ou de drones dans le secteur aéronautique. Tous ces secteurs-là, qui sont des secteurs de pointe au Québec, là, sont intensifs en capital. Puis le gouvernement voulait s'assurer de soutenir là, ces dépenses-là, puis ces secteurs-là qui sont stratégiques pour le Québec. Évidemment, les dépenses de sous-traitance demeurent admissibles. Ça peut notamment être une université, un centre public de recherche ou un consortium. Puis les équipements doivent être utilisés là, en totalité ou presque là, dans les activités de R&D ou de pré-commercialisation. Donc, si on veut faire de la production, on a des investissements à faire à la suite de la pré-commercialisation ou non en lien avec les dépenses de R&D, bien, il y a d'autres mesures fiscales au Québec ou d'autres programmes budgétaires qui permettent d'aider les entreprises dans la concrétisation des projets d'innovation au-delà de la pré-commercialisation et de la recherche et du développement. Le crédit d'impôt vise aussi à soutenir les emplois à plus haute valeur ajoutée. Pour ce faire, le seuil d'exclusion a été modifié et est maintenant le plus élevé des deux montants suivants, 50 000 ou la somme des montants personnels de base là, applicables à chaque employé qui effectue des activités de R&D. Pour le faire bien simple, 4 employés avec un montant personnel de base de 18 571 donne un seuil de un peu plus de 74 000 là, par exemple. Le seuil minimal est maintenu pour s'assurer de viser les emplois à haute valeur ajoutée, puis aussi de soutenir les projets d'une certaine taille. Le taux majoré pour toutes les entreprises sera admissible sur le premier million de dépenses, bien évidemment qui excède le seuil d'exclusion. Et puis, il y aura un taux de 20 % sur les dépenses additionnelles là, en R&D. Ça devrait permettre aux entreprises d'initier ou d'encourager les entreprises à initier les premières dépenses de pré-commercialisation ou de recherche et développement. Et aussi encourager davantage les entreprises à investir dans leur croissance, peu importe leurs objectifs. Ensuite, la compétitivité pour les grandes entreprises va se retrouver accrue de manière significative au Québec. Dans le sens où, avant les modifications à l'aide fiscale, le taux d'aide fiscale était très, très près de l'Ontario, en deçà de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan. Maintenant, on aura un des taux les plus généreux d'aide au Canada, en avant là, de toutes les grandes provinces. Le Québec sera d'autant plus compétitif que les dépenses de pré-commercialisation sont désormais admissibles aussi. Pour ce qui est des PME, le taux effectif combiné de l'aide à la R&D est amélioré marginalement. Donc, la compétitivité, elle est maintenue pour les entreprises de plus petite taille pour ce qui est de l'aide à la R&D, mais quand on inclut l'équipement et qu'on inclut la pré-commercialisation, évidemment que le soutien fiscal pour les PME est augmenté, là. Donc, de manière générale, c'était ma présentation pour les paramètres du crédit d'impôt pour la recherche, l'innovation et la commercialisation. Je vous invite à poser les questions à nos experts en ligne. Puis, vous avez un code QR si vous désirez aller sur le site du ministère des Finances pour consulter davantage d'informations là, sur la mesure. Donc, merci. Merci, M. Tremblay.
Maintenant, on va pouvoir assister à un échange entre M. Tremblay et Luc Sirois, l'innovateur en chef du Québec. Je vous dis quelques mots sur Luc. Luc est le premier innovateur en chef du Québec. Il est le seul innovateur en chef au Canada. Et avec son équipe, il mène une mission très importante, notamment de propulser l'innovation au Québec, d'en être un fier ambassadeur et de présenter les succès et les défis, et ça, pas juste dans les grands centres, partout dans les régions. Alors, le travail qui est fait au Conseil de l'innovation du Québec est dirigé par notre innovateur en chef et a mené notamment à 3 grands rapports. D'abord, un rapport qui a été important pour la SQRI 2, pour forger et définir cette grande stratégie. Ensuite, pour nous aider à voir plus clair à l'arrivée de l'intelligence artificielle avec Prêt pour l'IA. Et finalement, je vous en ai parlé plus tôt, le rapport vers un Québec plus innovant. Alors sur ce, je laisse maintenant place à cet entretien entre Luc Sirois et Nicolas Tremblay. Merci beaucoup, Sophie. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Bonjour, très content de te voir. Merci de la présentation. Merci aussi de cet effort de vouloir propulser les entreprises. Puis moi, je reculerais d'un pas au début là, pour bien comprendre qu'est-ce qui a motivé. C'était quoi les facteurs déterminants qui vous ont motivé à aller de l'avant avec un crédit d'impôt comme celui-là? Je pense qu'il y a plusieurs éléments là, qui nous ont amenés à la situation d'une révision des mesures fiscales à l'investissement. En premier lieu, il y a les objectifs très ambitieux de la SQRI en termes d'innovation qui nécessitaient que, pour être en mesure de les atteindre, que le Québec réfléchisse à comment faire les choses autrement. Pour ce faire, évidemment, le gouvernement s'est adjoint de spécialistes, dont le Conseil de l'innovation. Puis, donc, il y avait cet objectif-là gouvernemental d'avoir un secteur de l'innovation qui était très dynamique au Québec avec les forces qu'on connaissait actuellement, dans un premier temps. Dans une deuxième étape, il y a l'objectif du gouvernement d'accélérer la croissance économique et puis de rattraper nos partenaires commerciaux en termes de création de richesses. L'innovation est un vecteur très important de cette équation-là. Donc, le gouvernement voulait aussi s'assurer que l'écosystème de l'innovation bénéficiait des appuis nécessaires à la propulser à un autre niveau. Oui. Il y avait ces deux éléments-là qui étaient très importants. Puis, en même temps, le gouvernement a annoncé une révision de ces aides fiscales pour s'assurer qu'elles étaient toujours pertinentes et optimisées dans le sens qu'elles atteignaient leurs objectifs et qu'elles étaient assez simples pour que les entreprises bénéficiaires là, puissent s'y retrouver. Là. Oui, bien justement, ça voulait dire aussi combiner des crédits d'impôt qui étaient éparpillés sur d'autres domaines, là, si je comprends bien. Là. Il y a certains autres crédits d'impôt qui ont été abolis. Exactement. On a fait un travail de simplification important, notamment, avant la mise en place du nouveau régime d'aide fiscale à l'innovation, il y avait 9 mesures fiscales qui visaient l'innovation. Pour les entreprises, ça pouvait rapidement être complexe. De déterminer quelle mesure était la bonne mesure pour une situation donnée, même de connaître l'ensemble de ces mesures-là. Des fois, ça prenait l'apport d'un fiscaliste. Fait que pour les PME, pour les plus petites entreprises, c'était un élément qui était compliqué. Puis, par ailleurs, de ces mesures-là, 90% à peu près là, de l'aide fiscale était simplement dans une de ces 9 mesures-là. Donc, on a fait la réflexion, l'analyse qui nous a permis d'abolir la grande majorité de ces mesures-là, pas pour couper l'aide aux entreprises, mais pour simplifier l'aide. Donc, on a pris
la majeure partie des activités qui étaient soutenues à travers ces diverses mesures moins connues ont été rapatriées au sein du nouveau CRIC pour s'assurer d'avoir un support qui est continu, mais aussi qui est plus simple pour les entreprises. Ils n'auront qu'un crédit d'impôt à demander au lieu d'identifier le crédit d'impôt approprié. Les entreprises, il y a beaucoup de variables là, qui bougent. Au bout du compte, on se demande, est-ce qu'il va y avoir des perdants, des gagnants? Comment ça va se dessiner là, au net? Le prémisse de la réflexion, quand on a amorcé les travaux pour la mise en place d'un nouveau crédit d'impôt, c'était de s'assurer que les dépenses d'aide à l'innovation étaient dirigées vers les entreprises qui en avaient vraiment besoin. Donc, l'objectif n'était pas de réduire le niveau d'aide aux entreprises en général. Donc, on voulait faire le moins de perdants possible. Par ailleurs, l'enveloppe totale dans le cadre de la réforme, l'enveloppe totale d'aide à l'innovation dans le cadre de la réforme a été bonifiée là, au cours de la période. Fait que, de manière générale, on s'attend à ce que la plupart des entreprises puissent être bénéficiaires, notamment, parce qu'on a élargi aux dépenses de pré-commercialisation, puis on a élargi aussi aux dépenses d'équipement. Par ailleurs, certaines entreprises pourraient se retrouver pénalisées si elles n'amènent pas leurs produits jusqu'au marché. Donc, souvent, les entreprises qui restent dans les phases de recherche plus fondamentales, ces entreprises-là, s'ils faisaient des dépenses très importantes en R&D, pourraient avoir une diminution de leur aide au niveau fiscal. Par ailleurs, le gouvernement a de nombreuses aides pour aider ce type d'entreprise-là, que ce soit les fonds de recherche, que ce soit les programmes budgétaires ou, par exemple, comme le programme Innovation du ministère de l'Économie. Donc, il existe plusieurs mesures pour pallier à cette réduction de l'aide qui pourrait être très spécifique dans certains cas, surtout pour les plus petites entreprises dont les dépenses excédaient 1 million de dollars par année en innovation. Nos données fiscales nous indiquent que 95% des PME ont des dépenses de R&D qui sont inférieures à 1 million. Puis pour le 5% des entreprises qui ont des dépenses supérieures, il y a une portion qui va être compensée par de la pré-commercialisation ou par de l'équipement. Là. Donc, c'est difficile à juger. Aujourd'hui, on sait qu'il pourrait y avoir certaines entreprises là, qui pourraient devoir bénéficier des autres types d'aides gouvernementaux. Mais je suis content d'entendre le 95%. Là, on n'avait pas la perspective là, sur qu'est-ce que ça représentait, ces petites entreprises là, à forte concentration d'R&D. Nicolas, tu as nommé justement le fait d'inclure maintenant les dépenses de pré-commercialisation comme dépenses admissibles. Ça c'est une innovation en soi. Je ne croyais pas que c'était possible là, dans le contexte des grands accords commerciaux mondiaux, mais là, ces temps-ci, il faut être un peu créatif. Là. Pourquoi inclure la pré-commercialisation? Ça, c'est tout ce qui est dépenses de tests, de validation, d'homologation, essais cliniques et tout ça. Là. Bien, le plus gros frein pour l'inclusion des dépenses de pré-commercialisation, c'est pas tant les accords commerciaux du Québec ou les tensions que ça pourrait créer avec les autres juridictions qui n'ont pas ce type d'aide. Cette aide-là était déjà existante de manière plus spécifique au niveau budgétaire. La plupart des pays ont de l'aide à la pré-commercialisation ou à la commercialisation. Pourquoi est-ce que nous, on a décidé de l'étendre de manière plus large? Il y a une bonne partie de cette décision-là qui vient de notre écoute auprès des entrepreneurs et des organismes. Je me rappelle quand on a participé aux travaux visant l'optimisation de l'aide à l'innovation avec le Conseil, on a rencontré plusieurs entrepreneurs, plusieurs chercheurs, puis un des éléments qui en ressortait, c'est que les entreprises avaient besoin pas de l'aide uniquement pour résoudre les incertitudes technologiques, mais aussi de l'aide pour aller vers le marché, pour financer les premières activités de commercialisation
qui sont souvent très risqués, qui sont plus difficiles d'obtenir du financement bancaire. Donc, on avait cet objectif-là de répondre à ce besoin exprimé de la part des entrepreneurs, d'innover dans la manière qu'on fait cette aide-là. Ce qui était difficile pour nous, c'était de définir. En fiscalité, il faut définir les concepts. Puis de définir le concept de pré-commercialisation, c'était un défi important qu'a su relever avec brio nos équipes de fiscalistes au ministère là, pour le définir, pour que la personne soit en mesure de comprendre ou le client soit en mesure de comprendre quelle dépense est admissible. Donc, tout ce qui est TRL 7, 8, 9, donc d'être capable de bien les reconnaître. Puis, dans votre présentation, Nicolas, puis dans la mesure, il y a cette emphase particulière sur certains secteurs stratégiques. Ça aussi, ça se démarque. Là. Pourquoi ça? Je tiens quand même à souligner que le régime d'aide à l'innovation, ça représente un peu comme le socle de l'aide à la R&D, à l'innovation au Québec, dans le sens qu'il se veut relativement neutre quant aux divers secteurs d'activité. C'est certain qu'au Québec, on a des avantages comparés, là, je suis économiste, vous le verrez, on a des avantages comparés dans certains secteurs. Puis, dans les décisions qu'on a prises en termes de politique, on a fait cette réflexion-là. Quels sont les éléments qui sont importants pour les secteurs dans lesquels on a des avantages comparés? Mais de manière générale, la composition puis les paramètres du nouveau crédit d'impôt ne visent pas de secteur spécifique. OK. Certains secteurs vont voir leur capacité d'innover rehaussée grâce aux paramètres parce qu'on a pris en considération la composition industrielle du Québec. Par ailleurs, on a plusieurs programmes ou zones d'innovation qui visent déjà des secteurs spécifiques, puis on laisse à nos collègues dans les ministères le soin de faire les choix budgétaires puis de mettre en place les programmes spécifiques pour accompagner divers secteurs qui ont besoin de mesures, des fois, qui sont moins générales puis qui répondent à des besoins qui sont plus précis. Fait que le fiscal est moins l'outil à privilégier dans ce cas-là, mais on a pris en considération nos secteurs stratégiques, évidemment, pour en faire une aide qui représente un socle que devraient bénéficier toutes les entreprises au Québec. C'est ça l'avantage de l'approche fiscale, c'est que toutes les entreprises peuvent s'en prémunir et justement, d'où la valeur incitative, puis d'où la valeur de stimuler plus de R&D d'un plus grand nombre. Quand on lit bien la mesure du CRIC, là, de crédit d'impôt à la recherche, l'innovation et la commercialisation, on comprend que sur l'aspect commercialisation, il y a la déduction incitative pour la commercialisation des innovations, la DICI, qui contribue là, surtout au niveau de la commercialisation. Là. Qu'est-ce qu'il y en est? Je suis très content que tu prennes le temps de me poser la question. La déduction... Certains nous disent que c'est peut-être plus le CRI que le CRIC à cause qu'il y a cette approche-là pour la commercialisation. Effectivement. Puis je pense que c'est important de parler de la DICI pour faire le trait d'union entre la commercialisation puis l'aide qui provient du CRIC. Pour le bénéfice des auditeurs, oui. La déduction incitative pour la commercialisation des innovations, c'est une mesure qui a été mise en place en 2021. C'est un régime d'imposition privilégié pour les propriétés intellectuelles. Les gens ne la connaissaient pas, l'utilisaient peu. C'est très peu connu. Ouais. Je me rappelle dans les études que vous avez faites, il y a près de 80% des entrepreneurs là, qui ne connaissaient pas du tout la mesure. C'est pour ça que je profite de l'occasion pour en faire la publicité un peu. Là. Cette mesure-là, ce qu'elle permet, c'est que lorsqu'une innovation, une propriété intellectuelle a été développée avec l'ancien crédit d'impôt R&D au Québec ou maintenant à l'aide du CRIC, ça va permettre à l'entreprise d'avoir un taux d'imposition réduit sur les bénéfices qui découlent là, de la vente des produits qui incluent cette propriété intellectuelle-là. Là, par exemple, les propriétés intellectuelles qui peuvent être dans un avion ou dans des batteries ou encore dans des molécules
Donc, l'objectif de Mais on parle de réduit de beaucoup, là. Je pense que c'est absolument. 2% de taux d'imposition à ce moment-là. Ça donne un taux effectif d'imposition de 2 %. C'est une réduction de 9,5 points de pourcentage par rapport à ce qui est actuellement offert au Québec. C'est une mesure qui est de plus en plus connue. On a de plus en plus d'entreprises qui en bénéficient. C'est certain que la mesure date de 2021. Il faut que les gens... L'innovation, c'est un cycle qui est long. On comprend que c'est un cycle qui est long puis que ça peut prendre un certain temps avant que l'idée se rende au marché. Mais on commence à avoir de plus en plus de nos idées qui se rendent au marché puis qui grâce à la DC, là, sont commercialisées du Québec. Puis c'est ça le point disons, le lien entre le CRIC puis la commercialisation, c'est que on va aider les entreprises à réduire le plus possible les incertitudes jusqu'à la commercialisation grâce au CRIC. Puis une fois que les entreprises auront à prendre des décisions de faire la commercialisation au Québec, il va souvent falloir qu'ils déploient des investissements importants, qu'ils mettent en place des usines. Et pour ce faire, on a un régime d'aide à l'investissement qui aide les entreprises à construire leurs outils de production. Mais on veut qu'ils prennent la décision de commercialiser au Québec. Puis ça, c'est grâce à l'ADICI, en leur disant, ben, si vous faites la décision de faire votre recherche, votre pré-commercialisation au Québec, puis après, bon, vous faites vos investissements ici, mais la commercialisation va se faire d'ici, puis on va vous récompenser dans ce choix-là en vous offrant un taux d'imposition réduit sur les résultats de vos investissements puis de vos travaux en innovation. Mais ça va faire du Québec vraiment un lieu d'où commercialiser les innovations ou inclure des innovations dans nos produits, puis avoir un taux d'imposition qui est extrêmement bas, si je comprends bien. Qui respecte néanmoins tous les critères là, de l'OCDE en termes de chalandage fiscal, puis de régime de patent box, là, si on peut dire. Là. Donc, on respecte vraiment les meilleures normes en termes de fiscalité internationale là, avec la mise en place de la mesure. Fait que le taux est bas, mais respecte combiné avec le fédéral, là, ça respecte les diverses obligations internationales là, du Québec et du Canada. Nicolas, je devine là, dans l'esprit des entrepreneurs, des dirigeants, dirigeantes qui nous écoutent, là, que on a combiné plusieurs crédits d'impôt, on simplifie le nombre d'applications, tout ça, mais ça reste que c'est nouveau. Il y a plusieurs nouvelles dépenses admissibles. On parle aussi des dépenses faites auprès des universités, des centres de recherche publics et tout. Est-ce que ça risque d'être un peu plus compliqué là, pour nos dirigeants, dirigeantes? Est-ce qu'il y a des façons de les accompagner, de les aider là, dans cette transition-là? Aviez-vous prévu des choses? Effectivement, on comprend que c'est un très grand changement au niveau de l'aide à la R&D fiscale. Avant, les dirigeants me disaient, bon, vous savez, avant, on copiait-collait notre demande au fédéral, puis ça allait comme ça. Maintenant, ça va être un peu différent à cause de l'ensemble de toutes les nouvelles dépenses admissibles. Exactement. Puis on a fait, on voit ça en deux grandes étapes. La première étape, c'est de faire connaître la mesure. Puis je pense que des activités comme aujourd'hui, puis notre collaboration avec le Conseil de l'innovation va être précieuse dans cet objectif-là. On veut la fiscalité, c'est un domaine qui est parfois aride. On veut le faire connaître pour des entrepreneurs qui sont au quotidien à régler des problèmes très terre à terre. Donc pour nous, ça, c'est un premier élément, c'est de la faire connaître, s'assurer que les entrepreneurs la connaissent. Ensuite, pour ce qui est de l'application, évidemment, on veut une application la plus simplifiée possible pour l'entrepreneur, pour le citoyen. Fait que pour ce faire, évidemment, de manière générale, les entrepreneurs font la même chose qu'avant. Quand ils ont une demande de crédit R&D, le Revenu Québec recommandait déjà d'envoyer les 2 demandes de crédit R&D au fédéral et au provincial. Ça va rester la même chose au niveau des dépenses de R&D. Fait que pour l'entrepreneur qui connaissait déjà ça, qui était déjà en mesure de qualifier des projets, la situation va rester la même. C'est quand va venir la qualification des dépenses de pré-commercialisation.
Mais étant donné que le gouvernement fédéral n'offre pas ce type de mesures-là, bien là, ça va se faire à Revenu Québec en lien avec les documents qu'ils ont reçus au préalable, parce qu'il faut absolument que les dépenses de pré-commercialisation soient liées à une dépense de R&D, là. Donc, il va y avoir cette arrimage-là qui va être faite avec les demandes passées au niveau de la R&D, puis les demandes en termes de pré-commercialisation. Puis ça va être traité chez Revenu Québec. Ils ont déjà un expert sectoriel, puis ils continuent à construire leur équipe, là, évidemment. Là, donc, la mécanique pour être capable de traiter les demandes est en train d'être mise en place. Exactement. Bien, écoutez, merci beaucoup, Nicolas, d'avoir pris le temps. Là, je suis sûr là, qu'il y a plein d'autres questions. On me dit que tes collègues dans notre salle technique derrière sont à répondre là, intensément à des questions-réponses. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser vos questions dans le module de questions-réponses du webinaire. Le personnel du ministère vont y répondre le plus possible pendant le webinaire présentement. Sinon, elles seront posées plus tard et elles pourront être répondues. Elles vont être traitées également. Puis justement, moi, on m'avait donné un petit preview de qu'est-ce qui se passe là, comme question. C'est un peu plus technique. C'est des questions un peu plus spécifiques. Puis je vais te les poser pendant que tes collègues répondent en ligne. Qu'est-ce qui se passe avec les mesures abolies, là? Donc, qu'en est-il de l'abolition des mesures qui ont été disparues, là? Les gens ne peuvent pas appliquer cette année. Comment ça se passe, là? Je peux peut-être même le prendre plus large, là. Pour ce qui est du CRIC, c'est pour puis là, on rentre plus technique, là. On voit que certains participants qui connaissent plus les détails. C'est pour les années financières là, qui commencent après le jour du budget, là, donc après le 25 mars. Toutes les entreprises pour leurs années financières qui sont à la suite du jour du discours sur le budget là, peuvent faire des demandes puis qualifier des dépenses au nouveau CRIC. Pour ce qui est des anciens crédits d'impôt qui ont été abolis, ben, ça sera de manière corrélaire pour toutes les années financières qui ont commencé avant le jour du discours sur le budget. Ça va être c'est ces années financières-là qui vont encore pouvoir bénéficier des anciens crédits d'impôt. Par ailleurs, pour les congés fiscaux, parce qu'on a aboli certains congés fiscaux, notamment pour experts et pour chercheurs, ces congés fiscaux-là, tous les particuliers qui sont actuellement bénéficiaires de ces congés fiscaux-là vont pouvoir continuer à en bénéficier. Fait qu'on n'a pas retiré à personne d'avantages fiscaux, surtout ceux qui ont pris la décision de venir s'établir ici là, en raison de l'incitatif. Mais à partir du jour du budget, il n'y aura plus de possibilité de faire de demande de nouveaux congés. Donc, pour les entreprises, l'aide va vraiment être concentrée là, de leur côté là, pour attirer les meilleurs talents là, grâce au CRIC. Là. On me dit, les entreprises, quand je les rencontre ou certaines associations s'inquiètent là, du fait que c'est le même taux pour toutes les entreprises, peu importe leur taille. Aviez-vous un rationnel là-dessus? Ben, on a plusieurs travaux qui nous ont indiqué que, bon, puis on a travaillé avec des chercheurs à l'international puis des chercheurs au Québec aussi. Dans un premier temps, ben, les mesures spécifiques pour les PME, bien qu'elles ont une incidence là, sur leurs activités propres, d'avoir une mesure qui est spécifique pour les PME n'aurait pas une incidence particulière au niveau macroéconomique. Fait qu'on voulait continuer à aider les PME dans un même ordre de soutien de ce qu'il y avait auparavant. Ben oui. Mais on savait aussi que l'innovation, elle était beaucoup réalisée par des grandes entreprises de par leur impact plus large sur l'économie. Fait qu'on voulait aussi rehausser la compétitivité là, des grandes entreprises. Mais cette dichotomie-là avait aussi pour effet de nuire à certaines entreprises
ou plutôt de désinciter certaines entreprises à investir dans leur croissance. Parce qu'arrivé à une certaine taille, Là, c'était plus payant. Là. c'était moins payant de faire de l'innovation. Fait qu'on voulait que ça soit payant pour tout le monde. Innover à tout moment dans leur continuum de croissance. Que tu sois une petite, une moyenne ou une grande entreprise, ton niveau d'aide va être similaire en pourcentage. Au lieu de la d'être dépense. réduit parce que tu deviens trop grand. Exactement. Là. Puis on voulait concentrer aussi notre aide sur le premier dollar d'investissement. Parce que ce que les recherches indiquent, c'est que c'est lui qui est le plus difficile à faire pour les entreprises, d'investir un premier dollar en innovation. Une fois que les entreprises ont commencé à innover puis à intégrer ça dans leur processus d'affaires, ils se rendent compte des avantages que ça a assez rapidement. Puis ils deviennent des clients récurrents à l'innovation, si on peut dire. Fait que c'était aussi notre objectif, c'était de nous concentrer sur les premiers dollars pour s'assurer que chaque entreprise, chaque PME, chaque petite entreprise, même chaque grande entreprise fasse ce premier dollar d'innovation-là pour qu'ils voient les bénéfices. Je vois une question qui est rentrée ici, là, que tes collègues m'ont fait suivre, qui est au niveau des dépenses admissibles. J'ai remarqué que les dépenses d'équipement sont maintenant des dépenses qui peuvent être incluses. Pourquoi? Bon, je pense qu'une des choses importantes, la dynamique économique a changé beaucoup au Québec au cours des dernières années. On a une main-d'œuvre qui est moins abondante qu'on l'avait avant. Donc, dans les anciens... C'est vrai que quand le crédit d'impôt était exclusivement sur les salaires, ben là, ça excluait toutes les autres possibilités d'investissement en technologie qui pouvaient nous accélérer. Là. Exactement. Fait que pour nous, c'était vraiment un élément qui était central. Ben, si on veut être plus productif, on veut aussi être plus productif en recherche. Si on veut être à la fine pointe de la technologie, il faut avoir les équipements à la fine pointe de la technologie au Québec. Il faut que les laboratoires soient au Québec. Il faut que les entreprises aient les équipements ici. Quitte à se les partager, mais c'est important que les équipements soient au Québec. Fait que c'est la logique de rajouter l'équipement. Par ailleurs, je veux quand même spécifier que le gouvernement fédéral a annoncé son intention d'ajouter aussi l'équipement dans son propre crédit d'impôt. Donc, si c'est effectivement fait, là, on verra qu'est-ce que le prochain budget fédéral contiendra. Là. Mais si c'est effectivement fait, bien, à notre sens, ça vient décupler notre force de frappe au Québec en matière d'équipement. C'est vrai qu'au niveau fédéral, l'an passé, ils avaient entamé des consultations, une réflexion pour réformer leur crédit d'impôt à la R&D au niveau fédéral. En fait, au Québec, on est un petit peu d'avance, là, si je comprends bien, là, sur les changements. Et je suis convaincu qu'ils vont s'en inspirer. J'ose espérer. Basé sur cette expérience. Autre question ici d'un dirigeant qu'on a en ligne. Pourquoi avoir revu le seuil d'exclusion des dépenses admissibles? Je pense que c'est une bonne question. Ça, c'est quoi déjà Ouais, dans le cadre de l'ancien crédit d'impôt à la R&D, on avait un seuil des dépenses, un seuil d'exclusion sur les premiers dollars. C'était 50 000 pour les PME, puis 225 000 pour les grandes entreprises. Ces seuils d'exclusion-là visaient à s'assurer qu'on aidait des projets d'envergure, ou du moins d'une certaine envergure. Par ailleurs, on a d'autres programmes budgétaires pour les plus petits projets. En enlevant cette distinction-là par la taille dans le cadre du crédit d'impôt, il n'y avait plus de logique d'avoir deux seuils selon la taille d'entreprise. On voulait vraiment arrimer le seuil d'exclusion avec la taille du projet d'investissement. Donc, plus le projet d'investissement est gros, le seuil suit en termes d'ampleur. Puis pour les plus petits projets, des plus petites entreprises, le seuil est plus petit. Donc, ça permet d'avoir un seuil qui est équilibré, puis qui permet aussi de s'assurer que l'aide fiscale, elle est optimisée. Vous remarquerez que le seuil, il est calculé en fonction du montant personnel de base. Ça, c'est la portion d'un salaire qui n'est pas assujettie à l'impôt au Québec. Donc, on ne donnera pas de crédit d'impôt sur les salaires des chercheurs, sur la portion des salaires des chercheurs
qui ne paient pas d'impôts. Donc, on va vraiment se concentrer à donner notre aide fiscale sur la portion qui est imposable des salaires des chercheurs, tout comme on l'a fait dans les autres crédits TI. Là, il y a deux budgets là, pour les titres multimédia puis le Nicolas, CVA. vous dites que pour les plus petites entreprises, le seuil va être plus bas que le 50 000? Il demeure, c'est le seuil minimal demeure à 50 000. Puis celui, on ne voulait pas le toucher. Le seuil minimal, comme on dit, l'objectif n'était pas de resserrer les paramètres pour les PME. Puis c'est la logique de garder ce seuil-là intact à 50 000, là, puis de ne pas l'augmenter ou le modifier là, pour les PME. C'est là que justement, je suis sûr que les formulaires et l'assistance vont aider. Moi, j'étais curieux, puis il y a quelqu'un qui pose la question ici, là, que les dépenses de contrats de recherche faites auprès des universités ou des centres de recherche publics sont admissibles. Là. Ça, comment ça va fonctionner? Parce que dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, hein, tu l'as dit, là, c'est pas clair que toutes les entreprises, toutes les PME vont avoir chez eux les équipes de recherche nécessaires pour faire des travaux. Tandis qu'il y a tout un écosystème d'universités, de centres de recherche publics, de CCTT qui sont à leur disposition avec des experts, des experts mondiaux dans différents domaines de pointe et de faire appel à eux, c'est important. Absolument. Puis c'est un peu comme les anciens crédits d'impôt à la collaboration qui ont été abolis. Le CRIC intègre ces dépenses de sous-traitance auprès des groupes de recherche et des universités. On trouve que c'est un maillon essentiel de notre écosystème de l'innovation. Donc, les entreprises vont pouvoir continuer à aller voir les CCTT, continuer à aller voir les universités, les centres de recherche pour leur donner des contrats qui vont être admissibles au CRIC. Évidemment, les CCTT en particulier, mais les universités aussi, là, pour ce qui est des fois du design ou des matériaux, vont pouvoir bénéficier d'une demande accrue de la part des entreprises parce qu'on va chercher plus loin maintenant dans le continuum de l'innovation. Fait que nos universités vont pouvoir être plus intégrés, rapprocher davantage du marché nos Ça, c'est intéressant parce que, si je comprends bien, ce ne sera pas juste les travaux de recherche fondamentale où là, les entreprises vont penser à se retourner vers les universités, mais ce sera tout au long du continuum, là, vers même le développement, la maturation. Exactement, pour se rendre à la fin de la pré-commercialisation, dans les TRL là, 7, 8, 9, là, parce que c'est toujours un peu flou, là, les TRL. Ou avec les CCTT, si je comprends bien. Exactement, même chose au niveau des CCTT, surtout sur la portion design, qui ont une belle expertise. Donc, de transfert technologique. Exactement, ce qui est vraiment dans leur force. Là. Ces éléments-là vont pouvoir évidemment pouvoir bénéficier d'une aide indirecte. Là. Donc, les clients des CCTT vont recevoir une aide là, qui, par exemple, c'est 50% du montant de dépenses. Quand même. Et donc là, c'est une question de le faire connaître pour que les entreprises pensent à travailler avec ces centres de recherche universitaires et collégiaux. Là, on a du travail à faire auprès des universités, je pense, pour avoir cette discussion-là sur de quelle manière est-ce qu'on peut ensemble être proactifs là, pour innover davantage. Puis ça implique les entreprises, les universités, puis le gouvernement. Puis ensemble, il faut travailler pour rehausser notre niveau d'innovation. Ouais, tu vois, Nicolas, je discutais récemment beaucoup avec des chercheurs, des dirigeants d'universités dans le contexte là, dans le contexte américain qu'on connaît, où là, il y a peut-être des opportunités d'attirer des chercheurs américains de renom, de pointe au Québec. Et beaucoup des chercheurs américains me disaient que ce qui est particulier, entre autres au Québec, c'est cette capacité accrue de travailler avec l'industrie, d'avoir des bons équipements aussi, d'avoir des projets de recherche financés par l'industrie, ce qui crée non seulement de la valeur pour les industriels, mais la valeur pour tous les étudiants-chercheurs qui ont des cas à la fine pointe, puis des possibilités à long terme aussi. Notre écosystème d'innovation part de notre grande richesse universitaire, le nombre d'universités qu'on a au Québec, puis la qualité des publications est extraordinaire. Et on a les centres collégiaux également là, qui nous permettent de nous aider. Alors, on m'avise que M. Girard va être avec nous dans
dans quelques instants, mais qu'on peut encore continuer un petit peu. Est-ce que je lis ça là, est-ce que le CRIC peut couvrir des démarches de recherche et de commercialisation d'innovation sociale? Ah, elle est bonne celle-là. Oh, c'est une excellente question. Dans la mesure où l'innovation sociale rencontre les critères là, d'incertitude technologique ou scientifique, il n'y a pas de raison que ça se qualifie pas. C'est difficile de répondre précisément parce que je n'ai pas un cas précis en tête, mais il n'y a pas de type de dépenses de R&D qui sont exclus ou de pré-commercialisation qui sont exclus dans la mesure qu'elles rencontrent les critères usuels là, d'incertitude scientifique ou de marché. Ah, ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il se fait beaucoup de travaux en innovation sociale dans les universités, aussi dans les collèges. Il se fait beaucoup de maturation, d'expérimentation sur le terrain. Là, tout à coup, ça rouvre une porte intéressante là, à ce que ces dépenses-là soient admissibles au crédit d'impôt. Je m'excuse, j'essaie de voir tout ce qu'on me dit comme question. Pourquoi ne pas avoir combiné le CRIC et le DC? Donc, là, c'est la question. Ben, je pense que, en quelque sorte, on les a combinés à travers un régime. Il y a un élément entre les deux qui fait qu'il va falloir des investissements avant de pouvoir être en commercialisation, puis vendre ton produit, puis les dépenses de pré-commercialisation. Il y a quelque chose entre les deux qui est un projet d'investissement, généralement. Oui. Puis, le trait d'union entre les deux, c'est notre régime fiscal simplifié d'aide à l'investissement qui comprend le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt à l'investissement et à l'innovation, puis le congé fiscal. Là. Donc, on a ces deux mesures-là qui viennent faire le lien entre les deux. Fait qu'on voit vraiment ça comme un continuum. L'innovation jusqu'au moment où on va commercialiser, l'investissement pour mettre en place nos capacités de production puis de commercialisation effective, puis la commercialisation à partir du Québec à un taux d'imposition réduit. Là. Fait qu'on voit vraiment qu'il y a un lien entre ces mesures-là. Elles sont tous rattachées. Elles ne sont pas combinées en une seule mesure parce que c'est des activités qui sont différentes. En un, c'est des activités salariales en termes de R&D. De l'autre, c'est de l'investissement. Puis, au final, c'est de la production. Là. Fait que, étant donné que c'était des choses différentes, il a fallu le revoir de manière différente. Là, j'interprète un peu une question, puis à la lumière de votre réponse ici, je me dis, est-ce que ces mesures-là peuvent aider l'adoption des innovations développées au Québec? Je m'explique par exemple, une entreprise qui, elle, décide d'investir, une autre entreprise, une grande entreprise qui décide de commercialiser les innovations d'une PME ou d'une start-up, est-ce qu'elle va pouvoir bénéficier d'ici du taux d'imposition plus bas et donc d'avoir des incitatifs à commercialiser de la propriété intellectuelle faite au Québec? Il y a plusieurs cas de figure. Là, je ne veux pas rentrer dans il peut y avoir des transactions, il peut y avoir toutes sortes de cas de figure qui fait qu'une grande entreprise commercialise l'innovation d'une petite. Évidemment, si l'innovation a été développée au Québec, il y a la capacité pour n'importe quelle entreprise de bénéficier de la DICI dans la mesure qu'elle est propriétaire de la propriété intellectuelle. Donc, de manière générale, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a quand même cet objectif-là de faire de la vitrine technologique auprès des startups et des grandes entreprises, là, de favoriser ce maillage-là, de dire, on voudrait déployer une technologie dans notre entreprise, mais on a besoin de quelqu'un pour faire des tests, on a besoin d'un start-up pour nous aider à développer la formule qui nous convient. Ça va pouvoir être couvert aussi. Fait que il y a de nombreuses nouvelles possibilités là, qui s'ouvrent là, de par Là, Nicolas, tu dis quelque chose d'important, puis je suis sûr que beaucoup des gens qui nous écoutent vont l'avoir capté. Là, tu dis, pour une grande entreprise, lorsqu'elle a besoin de faire développer
des innovations, ta recherche d'innovation et le travail avec une start-up externe, là, ça rouvre des possibilités d'avoir ces dépenses. Exact. Essentiellement une forme de sous-traitance qui est faite souvent par les grandes entreprises auprès de nos plus petites entreprises technologiques, là. Fait nous autres, cet élément-là, on voit ça comme très favorablement. On veut surtout s'assurer par ailleurs que les innovations québécoises demeurent commercialisées au Québec pour qu'on reste maître de nos technologies. C'est un de nos objectifs, et que cet élément-là est important pour nous, que nos entreprises aient l'occasion d'utiliser tous les moyens possibles pour mettre en valeur leur technologie. Wow. D'ailleurs, ça fait écho à une des données. Il y avait dans les médias, il y avait le constat qu'il y a quelques années, beaucoup de la propriété intellectuelle issue de la recherche publique était mise en licence à des entreprises étrangères qui trouvaient évidemment que la recherche au Québec, la recherche académique est d'excellente qualité, puis venaient en prendre licence pour la commercialiser à l'extérieur, mais des entreprises étrangères. 80%, c'était le cas de 80% des propriétés intellectuelles issues de la recherche publique. Mais maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, on valorise et on transfère ces découvertes-là à des entreprises québécoises à 80%. Donc, c'est dans la même ligne d'idée de dire comment est-ce qu'on peut favoriser nos entreprises locales, nos entreprises québécoises. Il y a beaucoup de questions sur l'implantation. Là, ici, une question de suivi sur les façons d'accompagner encore que tu expliquais tout à l'heure pour les entreprises avec le CRIC. Y aura-t-il des lignes directrices sur les pratiques effectuées? Ça, je peux déjà répondre. Les Revenus Québec est à pied d'œuvre actuellement pour mettre en place. Ils ne doivent pas vous avoir trouvé bien drôle, là, hein? Ah ben, on travaille toujours en collaboration avec Revenu Québec. Il ne faut pas sous-estimer leur capacité à mettre en œuvre des politiques fiscales différentes. Au cours des années, ils m'ont toujours impressionné avec ça. Ils ont une grande agilité organisationnelle à cet effet-là. Puis ils sont déjà à pied d'œuvre avec leurs équipes pour mettre en place les processus administratifs là, pour pouvoir traiter le volume des demandes. Puis, il y a quand même un certain temps là, avant qu'il y ait, au plus tôt, les années financières vont être en mars 2026. Là, donc, les Revenus Québec ont le temps de finaliser la refonte de ces processus administratifs là, pour recevoir les demandes. Puis comme je dis... Oui, c'est ça. Il y aura des instructions, il y aura des directives. Exactement, là, qui vont être communiquées aux clients qui sont connus là, de l'ancien crédit d'impôt. Puis, encore une fois, les démarches usuelles pour les demandes de crédit d'impôt à la R&D sont les mêmes pour le CRIC. On fait une demande conjointe à l'Agence de revenus puis à Revenu Québec pour ce qui est du volet R&D. Puis quand c'est le volet pré-commercialisation, tout le traitement se fait uniquement avec Revenu Québec. Je vous rappelle que vous pouvez toujours poser vos questions en ligne, même si elles ne seront pas répondues pendant le webinaire, elles seront répondues par la suite, donc soyez sans crainte. On m'avise aussi que M. Girard arrive d'ici quelques minutes. Ça me laisse le temps de vous poser, Nicolas, d'autres questions. Qu'est-ce que... Alors l'auditeur nous dit, est-ce que les dépenses de recherche d'une entreprise québécoise, mais qui sont effectuées à l'extérieur du Québec, sont admissibles? Il faut vraiment que les dépenses soient faites au Québec. C'est l'objectif, c'est vraiment, pour notre aide, il faut que ça soit des dépenses faites au Québec par des entreprises québécoises. Fait que c'est notre écosystème de l'innovation qu'on veut aider. On ne veut pas aider l'expertise dans d'autres juridictions. Puis on comprend que les entreprises peuvent avoir à faire ce choix-là d'aller chercher une expertise très pointue pour un projet. Puis c'est correct aussi que ce soit fait. Puis une entreprise qui fait ça, par exemple, qui élabore un produit qui inclut des travaux qui ont été faits dans d'autres
dans d'autres juridictions, puis qui la commercialise du Québec, va pouvoir bénéficier de la DICI. Ça va être possible, là. Mais pour ce qui est du CRIC, c'est vraiment concentré sur les entreprises québécoises et leurs dépenses Ça, c'est au Québec. intéressant. Donc, supposons qu'une entreprise québécoise a une équipe de chercheurs en Europe, ils ont développé le produit, l'entreprise québécoise possède la propriété intellectuelle, la commercialise, A payé aussi pour le a- développement. a Je pense payé que ce pour le bout-là est important. développement et la possède, donc c'est important, mais et la commercialise à partir du Québec, elle va bénéficier de la réduction fiscale. Elle est admissible à la DICI. Très bien. Une autre question, les équipements, c'est intéressant ça, dans le contexte actuel, d'acheter québécois, d'acheter canadien. Est-ce que les équipements doivent provenir d'équipementiers québécois ou canadiens? Ça serait difficile dans plusieurs domaines là, de s'assurer que c'est des produits 100% québécois, là. On ne voulait pas en faire un élément d'achat québécois en tant que tel. Il faut que l'acquisition soit faite pour être installée au Québec, là, mais on comprend que dans plusieurs domaines de recherche, là, les équipements de pointe ne viennent pas forcément tous de la Montérégie. C'est comme ça. On pourrait donner un petit bonus là, si c'est le cas. Ouais. Oui. Ben, on me dit aussi, est-ce que au niveau des questions, pouvez-vous expliquer comment ça va fonctionner pour la réclamation du CRIC? Est-ce que ça va complexifier le processus avec le fédéral? Vous y avez un petit peu répondu, là. Ben, il y a pas de... Le processus avec le fédéral va rester le même, fait qu'on veut pas s'insérer dans le processus fédéral pour ce qui est des dépenses de R&D. Fait que ça ne changera pas pour les entreprises. Ils vont encore faire leur demande aux deux. Puis ça va vraiment être au niveau de la pré-commercialisation que c'est seulement Revenu Québec qui va pouvoir faire le travaux. Ils vont échanger. Il y a déjà eu des discussions avec les responsables techniques scientifiques à l'Agence de revenus du Canada. Là, il va y avoir des discussions entre les participants. On me dit aussi, je m'excuse, j'essaie de retrouver mes questions. On s'inquiète en fait que dans les mesures budgétaires, en termes des subventions aux entreprises, les subventions, il y a eu la disparition temporaire du programme Innovation, entre autres, là, qui a été ramené. Vous expliquez souvent comment c'est important aussi de compléter les crédits d'impôt avec des mesures budgétaires pour cibler des secteurs, surinvestir dans des secteurs, mentionner les zones d'innovation, les secteurs stratégiques pour le Québec, ceux qui ont des stratégies. Est-ce que, dans un contexte de défis budgétaires, est-ce que ces mesures budgétaires-là vont toujours rester? Pour ce qui est des mesures budgétaires, c'est sûr que c'est difficile pour moi de me positionner pour les ministres responsables là, de ces portefeuilles-là. Aux dernières nouvelles, il n'y avait pas de plan pour réduire de manière significative l'aide à l'innovation. Au contraire, je pense que le gouvernement a fait de l'innovation une priorité. Maintenant, après ça, chaque ministère là, fait les choix pour s'assurer d'avoir les meilleurs outils possibles pour aider l'innovation. Fait que je pense qu'il y a des changements qui sont à venir. Ça va être des changements pour améliorer, pour optimiser, pour faire mieux. Plutôt que des resserrements à proprement parler dans l'objectif là, de uniquement faire des économies, là. Pourquoi est-ce que les frais généraux et matériaux, puis pendant qu'on lâchez-nous pas, M. Girard s'installe dans la salle à côté, est accueilli par Mme Damour. Alors, pourquoi est-ce que les frais généraux et matériaux consommés ne sont pas des dépenses incluses? Est-ce une dépense qui a été exclue du CRIC, mais qui était présente dans des crédits d'impôt antérieurs? Donc, on parle des frais généraux et les matériaux consommés. Ouais, le gouvernement fédéral, avec son aide à l'innovation, vise à soutenir ces dépenses-là, ou une certaine portion de ces dépenses-là.
On croit qu'on est complémentaire en n'ayant pas ajouté ces dépenses-là comme admissibles au crédit d'impôt pour la recherche, l'innovation puis la commercialisation. Donc, on se voit agir en complémentarité avec le gouvernement fédéral à plusieurs égards en n'ayant pas les mêmes types de dépenses admissibles, là. Et par exemple, la pré-commercialisation, actuellement, l'équipement n'est pas admissible au fédéral, nous, il est admissible. Donc, cet élément-là est important en termes de complémentarité. Puis le gouvernement fédéral est très généreux pour les plus petites entreprises. Par ailleurs, le crédit d'impôt est non remboursable pour les grandes entreprises, tandis que le nôtre est remboursable, là. Fait qu'il y a il y a cet élément-là là, qui est à prendre en considération. On vise plus à agir en complémentarité avec le gouvernement fédéral qu'en compétition. Puis c'est pour ça que ces dépenses-là ne sont pas admissibles. Nicolas Tremblay, merci beaucoup. Merci beaucoup de toutes ces explications. Merci de ces multiples réponses. Je suis sûr que dirigeants, dirigeantes, entrepreneurs en ligne, tous les acteurs aussi de l'écosystème qui nous écoutent ont encore peut-être beaucoup d'autres questions. Je vous invite à continuer de les poser. Mais pour le webinaire aujourd'hui, c'est maintenant le tour d'entendre M. Girard. Et là-dessus, je retourne la parole à Mme Sophie Damour. Merci beaucoup. Merci, Luc Sirois, merci Nicolas Tremblay pour d'avoir pris le temps de répondre à plusieurs questions. Ça a été très apprécié. Alors, mesdames, messieurs, maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir le ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, qui se joint à nous en studio. Alors, je vais le rejoindre à l'instant. Monsieur Girard, quel plaisir de vous accueillir en studio ce matin. Je sais que votre agenda, c'est la folie, là. Vous avez fait un miracle pour être avec nous. On l'apprécie énormément. On vient d'avoir quand même de passer plusieurs ministres pour apprécier toute la nouvelle approche que vous déployez. Pouvez-vous nous dire quelques mots, la vision que vous aviez derrière ça, où vous êtes rendu, comment vous voyez la suite? Bien, d'abord, j'ai le privilège d'être ministre des Finances depuis 7 ans, et puis c'est certain qu'on parle beaucoup d'innovation, et nous, on consulte beaucoup. Et puis, il y a eu toute la stratégie québécoise de recherche et d'innovation. Il y a aussi eu des consultations. Et donc, tout ce processus de consultation-là a amené des constats. Puis j'ai amené mon fascicule parce que le budget il est bien fait. Constat que la recherche et développement au Québec, on est en retard. Et donc, on voulait donner un coup de barre. Et puis moi, je me souviens aussi d'un séminaire sur l'innovation à l'UQAM, parce que moi, j'ai une maîtrise en économie de l'UQAM, où Philippe Aguillon était le conférencier sur l'innovation. J'ai lu son livre après une bonne brique durant l'été. Et on en est venu au constat qui, aujourd'hui, essentiellement, ce qu'on dit, c'est qu'on veut élargir les dépenses admissibles et prolonger le cycle sur lequel les dépenses d'innovation sont admissibles, ce qui fait qu'on a un crédit d'impôt qui est simplifié, plus généreux, puis ça, plus généreux, dans le contexte actuel des finances publiques, c'est pas toutes les mesures fiscales qui sont plus généreuses. Alors là, on a une mesure plus généreuse, simplifiée, puis l'objectif ultime, c'est qu'il y ait plus d'innovation par nos entreprises, nos universités. Et tout ça, ça va être mesuré. On va s'assurer régulièrement que ce qui se passe, c'est ce qu'on voulait accomplir. Écoutez, je peux juste faire écho à ce que vous venez de dire. Monsieur Girard, c'est vrai que vous avez écouté. On a été là, nous, au Conseil de l'innovation du Québec. On a vu aussi la démarche que vous avez faite auprès de Fiscalis pour avoir des évidences, avoir une documentation sérieuse autour de cette transformation. Mais c'est certainement pas le chemin le plus facile que vous avez choisi de prendre. C'est vrai que ça va simplifier les choses. On passe de 8 mesures ou 9 à 1. 9 à 1, oui. C'est quand même plus simple pour les entrepreneurs. Puis, parce que vous avez cette vision-là,
Bien, c'est que notre régime fiscal, c'est bien d'avoir notre fiscalité propre au Québec, mais Oui, ça aussi. amène certaines complexités. Alors là, je pense que lorsqu'on réussit à passer de 9 crédits d'impôt à 1, qu'on élargit les dépenses admissibles, qu'on va plus loin dans le cycle de l'innovation avec la pré-commercialisation, je pense qu'on vise juste. Maintenant, viser puis réussir, on va mesurer, là. Le ministère s'est engagé à faire une revue, puis bien sûr, le fédéral va venir aussi, puis on pense que le fédéral va nous aider aussi pour les dépenses en capital. Euh, mais eux, ils avaient précisé leurs orientations, mais pas déposé leur législation. Nous, on fonce. On a la législation, on y va, puis on va s'ajuster. Ouais, on peut se réjouir de ça pour le Québec. C'est une belle nouvelle aujourd'hui. Au-delà des mesures fiscales, sur quoi le Québec peut s'appuyer? Comment voyez-vous d'autres catalyseurs autour de l'innovation? Mais je pense qu'il faut profiter de cette réforme pour resserrer le lien entre les universités puis l'industrie. Puis s'il y a quelqu'un qui le sait, c'est bien vous, là, je prêche aux convertis. Mais je pense que tout l'écosystème, le Québec, on est une société agile, innovante. On en a des entrepreneurs, on en a des gens qui sont créatifs. Alors là, on a fait notre consultation, on a écouté les gens qui sont impliqués, puis qui connaissent ça, puis là, ça va être... je pense qu'il faut aller au-delà des premières réticences, par exemple, de dire, ah ben moi, j'avais un crédit d'impôt pour les chercheurs étrangers, qu'est-ce que je vais faire? Bien, là, vous allez utiliser le crédit d'impôt qui est plus généreux maintenant. Et puis, vous allez pouvoir mettre vos dépenses en capital, les laboratoires, des choses comme ça. Alors, c'est pour les gens qui innovent et c'est réfléchi par les innovateurs. Alors, je suis assez confiant qu'on va viser juste, mais encore une fois, ça n'existe pas, la mesure parfaite. On va mesurer les résultats, on va voir qu'est-ce que le fédéral amène comme changement. On va s'ajuster, on va arriver, nous voulons arriver tous au même endroit, une société innovante, prospère, où les gens sont instruits, puis on a la chance au Québec d'avoir une certaine homogénéité qui nous protège dans toute dans tout ce monde anglo-saxon qui nous entoure. Alors, je pense qu'on peut bien faire les choses au Québec. Puis dans le contexte géopolitique actuel, vous avez beaucoup parlé de productivité, d'innovation. Ça arrive à point, tout ça? Bien, Ça serait peut-être vous savez, passer des tensions, mais oui, pour le reste. puis je pense qu'on ne doit pas confondre les Américains, les États-Unis, la nouvelle administration. Les Américains sont nos amis, ils ont une économie qui est extrêmement dynamique, mais moi, je me rappelle, lorsque j'étais dans le secteur privé, le premier ministre, M. Legault, il est venu me chercher. Il est venu me chercher pour deux choses. Pour l'éducation et pour la productivité, pour l'économie, pour que nos entreprises, les entreprises privées, soient plus innovantes, plus productives, plus prospères, qu'elles dominent sur l'échiquier mondial. Et puis, pour faire ça, il faut innover. Et puis, à la base, la recherche et développement, la collaboration avec les universités, la recherche pure, les applications. Je pense notre gouvernement, le premier ministre, dès le départ, l'éducation, la productivité, l'innovation, tout ça, c'était lié. La richesse collective. L'enrichissement collectif qui va au-delà des dollars, évidemment. La formation, l'éducation, ça va bien au-delà de l'argent, mais ça permet aussi d'avoir une société plus prospère et ça nous donne des moyens supplémentaires. Monsieur le ministre des Finances du Québec, Monsieur Girard, merci infiniment d'être aujourd'hui avec nous ici. Et à vous tous et toutes, ça met fin au webinaire. Je vous remercie d'avoir été là avec nous. Sachez que vos questions seront répondues. J'ai pu voir tout à l'heure que déjà il y a plusieurs questions qui ont été répondues.
Alors, bonne journée à toutes et tous.